L'autre Europe, c'est l'Europe très déterminée contre Moscou, celle du président Macron et du chancelier Merz. La France dispose d'un arsenal qui est considéré comme autonome. La Grande-Bretagne, la situation est un peu plus complexe, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne a développé son arsenal en collaboration avec les États-Unis et elle a besoin de l'infrastructure et d'une assistance des États-Unis pour pouvoir faire fonctionner son arsenal nucléaire. Comment dire ? Voilà, moi j'y crois pas. La vraie dissuasion, elle est conventionnelle. Tu connais la Ligue de Délos ? C'est pas juste un vieux truc de prof d'histoire. C'est un exemple fascinant de ce qui se passe quand une alliance militaire devient une question de pouvoir. On est au 5e siècle avant notre ère. Les cités grecques viennent de repousser l'Empire perse, la plus grande menace de l'époque. Et pour éviter que ça recommence, elles décident de s'unir. De créer une ligue, une coalition militaire. Chacune contribue en argent, en navire ou en hommes, selon ses moyens. Le siège, l'île sacrée de Délos, un lieu neutre. L'idée, protéger la Grèce, ensemble, une défense collective. Mais très vite, les équilibres changent. Athènes, la plus puissante des cités, commence à centraliser les décisions. Elle déplace le trésor, littéralement l'argent commun, de Délos à Athènes. Elle impose sa flotte. Elle force certaines cités à rester dans la ligue contre leurs biens. Par exemple, l'île de Naxos, quand elle a voulu partir, Athènes l'a assiégée et ramenée de force dans le giron. Plus tard, Thasos tente la même chose, mêmes sanctions. Et tout système qui devait être basé sur l'égalité devient un outil de domination. Athènes se sert du budget commun pour bâtir des temples, fortifier ses murs, asseoir son autorité. La Ligue de Délos, c'était censé être un rempart collectif. C'est devenu un empire athénien. Tu vois le parallèle ? Aujourd'hui, l'Union européenne est un peu cette nouvelle Ligue de Délos. Et une question se pose. Est-ce que la France, puissance nucléaire unique du continent, doit étendre son parapluie nucléaire à toute l'Europe ? On ne parle pas juste de missiles ici. On parle de pouvoir, de souveraineté, de confiance. Et d'un continent qui, peut-être, commence à douter que quelqu'un viendra encore le défendre si ça chauffe. Donc si t'as ce petit feu en toi pour la géopolitique, la stratégie, les dilemmes à plusieurs niveaux, accroche-toi. Parce que ce débat, il va te remuer. Et crois-moi, c'est tout sauf simple. Franchement, économiquement, ça se tient. Aujourd'hui, la France dépense environ 6 milliards d'euros par an pour entretenir sa force de dissuasion nucléaire. Et ça, c'est sans lancer de nouveaux projets titanesques juste pour maintenir les sous-marins, les missiles, les têtes nucléaires, les installations sensibles, les personnels formés. Mais imagine si chaque pays européen devait faire ça de son côté. Un programme nucléaire complet, pour un seul pays, ça monte à 50 ou 60 milliards d'euros rien qu'en mise en place. L'Allemagne, la Pologne ou même l'Italie devraient se lancer dans un chantier industriel et technologique de plusieurs décennies. En comparaison, mutualiser la dissuasion nucléaire française, modernisée, étendue, mais existante, paraît malin. C'est comme partager un système de sécurité haut de gamme plutôt que chacun installe un bunker chez soi. Et tu sais quoi ? L'Europe l'a déjà fait. Pas avec l'arme nucléaire, non, mais avec d'autres projets stratégiques. Et ça a marché. Airbus, par exemple. Créé dans les années 70 comme un programme industriel européen commun, c'est aujourd'hui le premier constructeur aéronautique mondial, devant Boeing. Chaque pays a apporté son savoir-faire, son financement, ses infrastructures. Et on a partagé les retombées. Ariane Group, pour les lanceurs spatiaux, au lieu que chaque pays tente sa propre fusée, on a monté un programme européen. Et aujourd'hui, les satellites de télécom et de météo européens sont lancés depuis Kourou avec une technologie 100% européenne. C'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. La mutualisation a permis de faire plus avec moins. Même dans le domaine militaire, ça bouge. En 2020, 25 pays de l'UE ont signé la coopération structurée permanente, un cadre pour développer ensemble des capacités de défense. Parmi les projets, des systèmes de communication cryptés communs, des drones, des systèmes antimissiles et même une brigade médicale européenne. Alors pourquoi pas la dissuasion nucléaire ? Pourquoi pas ce domaine-là ? Aussi lourd soit-il, aussi symbolique soit-il, si on a déjà prouvé qu'on savait travailler ensemble. Mais là, attention, le parapluie nucléaire français, il n'est pas fait pour 450 millions d'Européens. Il a été pensé pour la France seule, à une époque où De Gaulle voulait une force de frappe indépendante, hors de l'OTAN, hors de toute alliance étrangère. Un outil 100% souverain. Pour le rendre européen, il faudrait tout amplifier. Plus de sous-marins, plus de têtes, plus de bases, plus de chaînes de commandement, plus de sécurité numérique et logistique. Et là, les 6 milliards annuels peuvent vite grimper à 10, voire 15 milliards par an. Chaque année, pendant des décennies. Et puis surtout, qui paie ? L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Estonie ? Est-ce qu'on fait un OTAN bis, mais avec la France au centre ?
Est-ce que chacun verse au pot commun? Ou est-ce que la France finance et les autres décident avec elle? Et pendant qu'on claque des milliards dans des ogives, nos hôpitaux, nos écoles, nos trains, tu vois bien le dilemme. Parce que oui, sur le papier, économiquement, ça peut marcher. Maintenant, imagine un instant, une Europe unie, pas juste sur le papier, pas juste des traités signés à Bruxelles, non, une vraie unité, profonde, une Europe qui regarde le monde droit dans les yeux et lui dit « On n'est pas juste un marché, on est une puissance ». Mais tu sens déjà que derrière cette phrase, il y a un dilemme énorme, non? Parce que derrière l'idée d'unité, il y a aussi une autre question qui pointe le bout de son nez. Est-ce qu'on est en train de construire une intégration historique ou est-ce qu'on est en train de diluer notre souveraineté? Avec une dissuasion commune, on passe un cap symbolique. On n'est plus les vassaux de l'OTAN à attendre qu'un président américain décide s'il a envie de nous protéger. On devient autonome stratégiquement. Et ça, c'est puissant. Et sur le papier, les moyens seront là. En 2023, les pays de l'Union européenne ont dépensé 279 milliards d'euros en défense. Oui, plus que la Russie. Mais contrairement à la Russie, qui parle d'une seule voix, nous, on parle à 27. 27 visions, 27 priorités, et souvent, zéro coordination. Et pourtant, ce rêve d'une Europe puissance, il ne date pas d'hier. Déjà, en 1992, avec le traité de Maastricht, on crée la politique étrangère de sécurité commune. Puis, en 2009, avec le traité de Lisbonne, on pousse un cran plus loin. On ajoute la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune. Sur le papier, encore une fois, ça claque. On veut des armées interopérables, des décisions partagées, une autonomie stratégique. Mais dans les faits, quand la Libye s'embrase en 2011, c'est la France et le Royaume-Uni qui interviennent. L'Europe, elle débat, elle hésite, elle attend. Et même quand on veut faire simple, ça bloque. Exemple, le bataillon de réaction rapide européen, imaginé dans les années 2000. Un corps de 1500 soldats prêts à être déployés en urgence. Bilan, jamais utilisé. Trop de divergences. Pas de consensus sur quand et pourquoi l'activer. Alors oui, certains te disent que le parapluie nucléaire français, ce serait le moment fondateur, le vrai tournant, le moment où l'Europe devient adulte stratégiquement. Mais évidemment, l'autre camp ne dort pas. Aujourd'hui, c'est Paris qui décide. Le président de la République française, seul, détient le pouvoir de lancer une frappe nucléaire. Une chaîne de commandement ultra courte, assumée, directe. Demain, si on partage ce pouvoir, ce sera qui? Bruxelles, une commission, un vote à la majorité qualifiée, une réunion Zoom à 27, pendant que le chrono nucléaire tourne. Et si t'es français, tu peux te dire « Attends, mon pays a assumé ce poids seul pendant plus de 60 ans. Depuis les essais de Reagan en 1960 jusqu'au sous-marin nucléaire de l'île Longue, aujourd'hui, on a investi, on a risqué, on a payé tout seul. Et maintenant, il faudrait que d'autres aient leur mot à dire sur l'arme la plus puissante du monde. Tu veux que l'Allemagne ait une clé? Tu veux que ton vote soit mis en balance avec celui d'un pays qui n'a jamais eu à assumer ce poids? Un pays qui, historiquement, n'a jamais envisagé d'être une puissance nucléaire? Et puis entre nous, tu crois vraiment que 27 pays, avec leurs sensibilités, leurs histoires, leurs électeurs, vont réussir à se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire, quand et contre qui? Parce qu'une dissuasion nucléaire, ça ne fonctionne que si c'est clair. Si c'est flou, si c'est négocié à 3h du matin, si c'est soumis au compromis, ça n'impressionne plus personne. Et dans ce cas-là, on perd la seule chose qui compte vraiment, la crédibilité. Et tu sais quoi? Dans le domaine militaire, c'est encore plus brutal. Parce que là, si t'es pas crédible, t'existes même pas. Et certains te diront que pour être pris au sérieux, il n'y a pas 36 façons. Une Europe nucléaire, c'est une Europe respectée. Face à une Russie agressive, à une Chine imprévisible, ou même à une Amérique instable sous Trump, le simple fait de pouvoir répliquer par le feu, ça change la donne. Et là, t'es peut-être pas stratège, mais tu te dis, au moins, on se protège. On arrête de dépendre des autres. Et c'est vrai, la France possède un arsenal crédible, environ 280 têtes nucléaires, prêtes à être déployées depuis ses 4 sous-marins lanceurs ou via des avions de chasse avec missiles ASMPA. C'est loin derrière les 5000 ogives russes ou américaines, mais c'est suffisant pour dissuader n'importe quel état rationnel d'attaquer. C'est tout le principe de la doctrine française, la dissuasion du faible au fort. Peu importe que tu sois moins armé. Si tu peux infliger à l'ennemi une blessure insupportable, il réfléchira à 2 fois. Mais voilà, cette doctrine a été pensée pour 67 millions de Français, pas pour 450 millions d'Européens. Et là, la question devient inconfortable. Est-ce que ça suffit? Et sinon, on fait quoi? On augmente les têtes?
On triple la production? On mutualise le commandement? Et surtout, à partir de quand on quitte la logique de dissuasion pour entrer dans celle de la menace perçue? Parce que la dissuasion, sur le papier, c'est défensif. Tu dis à l'autre, n'attaque pas ou tu le regretteras. Mais dans les faits, tout dépend du regard en face. En 2007, les États-Unis annoncent qu'ils vont déployer un bouclier antimissile en Pologne et en République tchèque. Ils jurent que c'est pour se protéger d'un tir iranien. Mais Moscou, lui, y voit une provocation directe. Pourquoi ? Parce que ce système remet en question sa capacité à riposter. Et si tu peux plus riposter, t'es plus dissuasif. Donc pour les Russes, ce n'est pas une défense, c'est un déséquilibre stratégique. Tu vois le souci ? Dans les relations internationales, la perception, c'est déjà une action. Si demain, l'Union européenne, cette zone de paix autoproclamée, se donne d'un arsenal nucléaire commun, tu crois que Moscou et Pékin vont se dire « Tiens, c'est juste pour se protéger ?» Non, ils vont voir ça comme une escalade, une bascule, une déclaration de puissance. Et comme toujours, quand l'un monte le ton, l'autre suit. La Russie déploie plus de missiles à Kaliningrad, la Chine accélère son programme nucléaire, les États-Unis réinvestissent dans leur tête tactique. Et là, ce qui était censé rassurer devient un déclencheur. C'est ça le paradoxe nucléaire. Plus tu veux être crédible, plus tu fais peur. Et plus tu fais peur, plus tu risques de provoquer l'attaque que tu voulais éviter. Et puis, soyons lucides. Si un jour un vrai conflit éclate, on fait quoi ? Aujourd'hui, en France, la chaîne de commandement est simple. Le président décide, seul. Il consulte ses états-majors, il a accès à la valise nucléaire et il peut ordonner une frappe en quelques minutes. Et c'est pas théorique. En 1983, un officier soviétique, Stanislav Petrov, reçoit une alerte. 5 missiles américains en approche. Les radars le confirment, l'ordinateur lui dit de riposter, mais lui, il hésite. Il désobéit. Il attend. C'était une fausse alerte. Il a probablement évité une guerre nucléaire mondiale. En 1995, la Russie détecte une fusée lancée par la Norvège pour des relevés météorologiques. Elle croit à une attaque. Eltsine active la mallette nucléaire. On frôle la riposte. Là encore, l'erreur est détectée à la dernière minute. Et ça, c'était avec un seul pays, un seul président, une seule chaîne de commandement. Aujourd'hui, entre l'alerte et la décision, tu as 15 minutes. 15 minutes pour vérifier, décider, réagir. Tu crois vraiment que 27 capitales, avec leurs propres armées, leurs propres intérêts, leurs propres électeurs, peuvent se coordonner dans ce laps de temps ? Et toi, t'es prêt à vivre avec cette responsabilité ? Parce qu'une dissuasion, c'est pas juste une arme, c'est une promesse. Une promesse terrible. Si tu me touches, je te détruis. Et cette promesse, faut être capable de la tenir. Froidement, rapidement, collectivement. Tu penses qu'on est prêt ? Conclusion. Alors maintenant, avec tout ce qu'on vient de dire, la France devrait-elle étendre son parapluie nucléaire à toute l'Europe ? Franchement, il n'y a pas de réponse simple. D'un côté, ce serait un acte de vision, une preuve de maturité, un pas vers une Europe forte, autonome, crédible. Un bouclier commun face aux tempêtes du monde. Mais de l'autre, ce serait ouvrir une boîte de Pandore, diluer notre souveraineté, démultiplier les risques, semer le doute au lieu de la dissuasion. Et toi là-dedans, tu vois bien que c'est pas une question de gentil pour et de méchant contre. C'est un entrelac de peurs légitimes, d'espoirs raisonnables, d'intérêts divergents et d'héritage historique. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on essaie de te dire ici. Le monde, c'est pas noir ou blanc. C'est une zone grise, pleine de dilemmes, d'incertitudes, de choix imparfaits. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Tu l'ouvres ce parapluie ou tu le laisses fermer ? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.